Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Culture à l'arrêt depuis la salle Ève sur le campus de l'Université du Mans. On est ensemble pour une heure d'émission à l'initiative du service culture de cette même université. On les remercie chaleureusement. Ève, qui nous accueille donc, si vous écoutez ce podcast, vous le savez sûrement, c'est le théâtre universitaire. Un lieu de culture en somme. Un lieu où l'on va voir des spectacles, mais également où l'on vient pratiquer des activités artistiques en amateur. Et c'est bien de tout ça dont nous allons parler dans cette heure radiophonique que nous allons passer ensemble. De ce que l'on nomme parfois un peu pompeusement le monde de la culture, ce que l'on nomme un peu socio-économiquement, sinon le secteur de la culture. Car il ne vous aura pas échappé que ce monde, il est aux abonnés absents en ce moment. La crise du coronavirus ne l'aura en effet pas épargné. Avec la restauration et les bars, le secteur culturel est probablement celui qui, depuis le tout début de cette triste affaire sanitaire, est le plus lourdement impacté par les mesures de fermeture. Rideaux sur les théâtres, salles fermées, publics interdits, la culture a été parmi les premières confinées et elle continue de l'être encore aujourd'hui. Depuis le début de cette crise, certaines mesures compensatoires ont en tout cas été mises en place, des aides aux compagnies, la levée de la clause d'action réalisée pour les subventions versées. Et le 6 mai dernier, le président de la République annonçait la mise en place d'un report jusqu'à août 2021 de la date de renouvellement de l'allocation intermittence du spectacle, la fameuse année blanche. Depuis, la culture n'a pu fonctionner que brièvement. En pointillé durant l'été notamment, enchaînant des protocoles sanitaires qui rendaient certaines organisations complexes, des couvre-feux et finalement un nouveau confinement dont elle n'est toujours pas sortie. Aujourd'hui, la seule possibilité qu'a ce monde de la culture de pouvoir continuer de travailler, c'est en créant, en enchaînant les résidences pour monter des spectacles sans savoir quand ils pourront enfin être vus par le public. Entre-temps, un ministre de la Culture à qui l'on reprochait d'être inaudible a fait place à une nouvelle, Roselyne Bachelot, que l'on entend fort, elle, et qui semble en apparence déterminée. L'est-elle vraiment ? On en parlera peut-être dans cette émission. Elle a lancé en tout cas début février une mission d'enquête sur l'impact de la prolongation de la crise sanitaire sur le monde de la culture et notamment sur le dispositif d'année blanche. Ses conclusions sont attendues fin mars. De fait, un an après le début de cette crise sanitaire en France, la culture n'est toujours pas sortie des ronces. C'est de ça dont on va pouvoir parler avec nos invités. Avec moi, en effet, Valérie Pourroy, comédienne et metteuse en scène à la Pérenne Compagnie. Bonjour. Bonjour. Intervenante également à l'Université du Mans. C'est ça. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Cécile Derosier, professeure au Conservatoire du Mans. Bonjour. Bonjour. Qui intervient dans le cadre de son action conservatoire, en fait, dans l'éducation nationale, voilà. Oui. Et puis également chef de l'association Sympho Campus. C'est ça. Florian Laz, technicien du spectacle vivant, mais également metteur en scène avec la compagnie de danse contemporaine Contre-Pied. Bonjour. Bonjour. Marie Maignan, régisseuse générale sous le statut de l'intermittence du spectacle et également membre de l'association Baltringos Aube Subsistance, par ailleurs également membre du CIES 72, un collectif de compagnie du spectacle vivant né de la crise du Covid dont on aura l'occasion de reparler. Bonjour. Bonjour. Et enfin, celle qui nous accueille aujourd'hui dans cette salle Ève, Julie Bordas, la directrice de Ève. Bonjour. Bonjour. Quant à moi, je suis Damien Fabre et j'ai l'honneur d'être celui qui mènera les échanges durant cette émission. Pour tout reproche, veuillez les adresser à Julie Bordas. D'accord. Tour d'horizon, en tout cas, on va commencer avec un tour d'horizon de vos pratiques respectives pour les auditeurs et les auditrices qui ne les connaîtraient pas, puisque une fois qu'on aura vu un petit peu ce que vous faites, on pourra savoir en quoi vous êtes impacté par cette crise. On va commencer par Valérie Pourroy alors ? Oui, alors un petit tour d'horizon des pratiques de la compagnie peut-être. Oui, voilà, ou oui, c'est ça. Du travail que je fais à l'université. Ben oui. Donc la Pérenne Compagnie, donc, c'est une compagnie qui existe depuis une vingtaine d'années et actuellement on travaille sur des projets beaucoup autour de la lecture à voix haute. Voilà, ça c'est un gros volet de la compagnie sur différents projets. Donc autour de la lecture à voix haute, donc ça peut être des
des interventions en milieu scolaire, des lectures qu'on fait dans plein de cadres différents, de la crèche à l'EHPAD où on ne va pas évidemment en ce moment. Voilà, c'est pour ces projets-là. Et puis on a aussi lancé un festival de lecture à voix haute qui s'appelle Faites passer le mot. Voilà nos gros projets en ce moment. Et puis j'interviens à l'université, à l'UEO. Donc, Unité d'enseignement obligatoire, c'est ça? D'ouverture. Ah. Voyons. Soyons précis sur les termes, Oui, s'il mais vous c'est vrai plaît, que les amis, quand non, même. mais désolé, ça remonte un peu. Donc je reprends. Unité d'enseignement d'ouverture autour du regard du spectateur. Donc on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Évidemment, on parlait du regard du spectateur en ce moment. Un regard qui est aveugle. Qui est quand même un challenge. Et puis j'anime ici un atelier loisir. Donc là, c'est de la pratique. Alors théâtrale. on va commencer justement par voir avec vous comment ça vous impacte cette crise. J'ai dit dans l'introduction que la seule façon dont on pouvait encore travailler dans le secteur culturel, c'était en créant. C'est pas tout à fait vrai puisqu'on peut aussi aller en milieu scolaire. Encore, c'est possible ça? Mais ça a été impossible parce qu'il y a eu le premier confinement et le deuxième, donc 2 cas de figure. Donc c'est une année 2020 extrêmement différente, avec des changements tout le temps. Le premier confinement, on n'a pas travaillé, comme tout le monde, voilà. Et le deuxième confinement, on était autorisé à aller en milieu scolaire. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc moi j'interviens au niveau d'ateliers théâtre, d'ateliers de mise en voix, et j'interviens aussi en faisant des lectures dans les écoles, et on a des petites formes de lecture à voix haute qu'on joue dans les écoles. Donc c'est plus le volet création de la Pérenne Compagnie qui lui par contre... Et donc le volet création, tout ça pour dire que même les lectures, les choses qui existent, on ne les tourne pas. Donc on vient de faire le rapport moral de la compagnie là. Donc on a compté, on a 42% de notre activité qui n'a pas pu se faire en 2020. Et les spectacles qui tournent ne tournent pas puisque tous les autres lieux sont fermés. Donc on ne travaille qu'en milieu scolaire en fait. Donc on fait beaucoup de choses par exemple en bibliothèque. Donc là les bibliothèques, on n'y va pas, par exemple. Voilà. Les crèches par contre si? Alors les crèches oui. Et les crèches c'était, pour l'anecdote... j'étais contente au début de l'année parce qu'on pouvait y aller sans masque. Il fallait juste se changer intégralement. Ok, pas de problème. On s'habille, voilà, on vient avec des vêtements propres, on se change pour lire devant les enfants. Et puis entre-temps, ça a changé. Et donc j'ai investi dans un masque transparent. Voilà. Et j'ai lu avec un masque. On va reparler de ces protocoles sanitaires un petit peu plus tard dans l'émission, et c'est vrai qu'il peut peut-être y avoir une dimension un peu kafkaïenne parfois, mais on aura l'occasion d'en reparler. Cécile de Rosier, alors on l'a dit, vous êtes professeure au Conservatoire du Mans, avec un statut un peu particulier, vous êtes dumiste, c'est ça? Alors c'est pas un instrument de musique étrange. Non, pas du tout. En fait, un dumiste, c'est quelqu'un qui a le diplôme universitaire de musicien intervenant. On est musicien intervenant, simplement, on nous appelle les dumistes. Bon. Et on est touche à tout, et on travaille avec l'éducation nationale. Depuis le deuxième confinement, en fait, je fais quasiment tout ce que j'ai à faire. Ouais. Je suis en présentiel tout le temps. Le premier confinement, il fallait que je travaille, mais en virtuel, avec les élèves. Et le deuxième, en fait, on peut être en présentiel. Comme je travaille avec des groupes classes constituées, en fait, moi, je peux faire chanter, par exemple. On ne peut pas faire à l'extérieur. Au conservatoire, on ne peut pas recevoir on ne peut pas constituer les chœurs parce que les élèves viennent d'horizons différents. Mais moi, au sein de l'Éducation nationale... Voilà, je peux travailler. On touche donc déjà du doigt très tôt dans cette émission une des choses qui peut être mal vécue par le secteur culturel, c'est l'ironie d'une situation dans laquelle des pratiques sont autorisées à un endroit mais interdites à d'autres en fait. Et voilà, juste avec une petite ligne, comme ce sont des groupes constitués qui restent ensemble toute la semaine, avec eux on a le droit. Ouais. Voilà. Et Symphocampus, autre activité du coup en tant que chef. Voilà, Symphocampus. Et en fait, au conservatoire, j'ai aussi l'harmonie maintenant, en fait. Et par exemple, sur le lien justement avec Symphocampus, c'est que les adultes amateurs n'ont pas le droit de venir. Donc l'harmonie, c'est du chant, c'est ça? Non, ce sont des instruments. Okay. Je suis chef d'orchestre aussi en fait. Très bien. Là-bas.
Et donc, on peut recevoir les élèves mineurs et les adultes qui sont dans des cursus diplômants. Mais les adultes qui ne sont pas diplômants, eux, voilà. Donc, là, en l'occurrence, sur cet orchestre-là, j'ai 5 musiciens qui ne peuvent pas venir. Ce qui peut être compliqué dans le cadre d'un orchestre qui a besoin de fonctionner avec tous ces instruments présents. C'est absurde. Voilà. Enfin, voilà, c'est pas... Et donc, Symphocampus à la fac, comme ce sont que des adultes amateurs, ça ne fait pas partie d'un cursus, on n'a pas le droit de faire. Donc Symphocampus, c'est l'orchestre en fait de l'Université du Mans, c'est ça Voilà, c'est ça. Que vous dirigez également. C'est une association qui travaille avec le service culture. Donc là, pratique amatrice. C'est une association au même titre que le Big Band de l'université, en fait. C'est un choix du groupe de se constituer en association et de ne pas être référencé parmi nos ateliers artistiques proposés. Mais le lien est évident, d'abord parce que c'est nous qui donnons des moyens financiers à ces associations pour qu'elles puissent tourner. Le dispositif n'est pas tout à fait le même parce que nous, on fonctionne souvent avec des activités qui sont proposées au semestre, là où les associations de type orchestre, qu'il s'agisse de l'orchestre symphonique ou du big band, travaillent sur une année complète. Et on comprend et on défend d'ailleurs cette idée, puisqu'évidemment le répertoire est beaucoup plus intéressant si on travaille une année complète que si on travaille un seul semestre. Mais... Eh bien, puisque vous avez la parole, Julie Bordas, donc Ève, on l'a dit, c'est la salle de spectacle du service culture de l'Université du Mans, dans lequel il y a à la fois en temps normal des spectacles, mais là vous êtes complètement impacté. Hein. Oui, voilà. Complètement impacté. Vous arrivez à vous réinventer un petit peu, à faire des choses entre les lignes ? Amandine Chély-Calip et moi-même, on n'a pas la souplesse suffisante pour chevaucher le tigre, à moins qu'on n'ait pas tout à fait envie d'essayer. De descendre dans la cave. Il y a quelque chose quand même à creuser. On n'a pas cherché à faire complètement la révolution et on n'a pas cherché du tout à réinventer nos pratiques. C'est peut-être un tort. C'est une volonté assumée, en tout cas. Mais c'est une vraie volonté, voilà, parce que moi, j'estime que le spectacle vivant, il est vivant. Le spectacle vivant, il doit rencontrer un public. Et le spectacle vivant, il est jamais aussi bien que quand il est dans un lieu adapté pour l'accueillir, pour le recevoir. Donc, j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu des métamorphoses et des propositions qui sont tellement allégées qu'elles n'ont plus tout à fait le même sens. On en souffre, hein, évidemment, et on est très triste de ne pas pouvoir proposer des choses. Vous réinventez malgré tout, puisque vous êtes maintenant sur le front social pour aider les étudiants qui subissent de plein fouet cette crise également. En tout cas, on le voyait à peine en rentrant dans F tout à l'heure. Oui, mais c'est pas vraiment une réinvention, c'est-à-dire que ça transforme pas notre activité au service culture, c'est une action supplémentaire. Qu'on a ajouté dans notre panel parce qu'effectivement il y a quand même une difficulté très importante vécue là en ce moment par les étudiants. Et l'année dernière, au premier confinement, ce qui était complètement intolérable en fait, c'est que le Crous et donc les restaurants universitaires étaient fermés dès le 15 mars. Ça veut dire on savait que 700 étudiants étaient logés ici, chez nous, à la CTU, mais on savait que ces étudiants-là n'avaient rien pour manger. Heureusement, la ville du Mans a très vite agi et nous a très vite proposé de nous fournir des repas. Il ne manquait qu'à trouver le lieu où on pouvait servir ces repas. Donc là, c'est allé assez vite, en effet. Mais du coup, là, il y a complètement une rupture d'égalité entre les étudiants en France, puisqu'on est dépendant du bon vouloir des collectivités ou de la débrouille locale, en fait. Exactement. Et là, je dois dire que la ville du Mans est quand même... a eu une action dès le premier confinement qui a été quand même très, 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 très forte. Enfin, ils sont toujours là, c'est-à-dire qu'on continue à distribuer des repas tous les week-ends. On était présents les 15 jours de vacances de Noël parce que le RU était fermé. Enfin, on essaie de pallier chaque fois la fermeture du RU, en fait. Continuons de parler de ces étudiants, mais du point de vue culturel, puisque c'est vrai que la crise sociale est un sujet d'actualité et important, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Sur la question culturelle, donc, vous, à Ève, vous êtes aussi à un endroit de pratique amateur, je l'ai dit, et ça, elle fonctionne, ou bien certaines ont le droit, d'autres pas, avec des règles bizarres comment ça Oui, les règles sont tout à fait bizarres pour nous aussi. Pendant longtemps, ces pratiques artistiques amateurs n'ont pas fonctionné.
pas plus chez nous qu'ailleurs, parce qu'on était empêchés comme partout ailleurs. En revanche, parce que le gouvernement s'est rendu compte de la détresse de plus en plus importante des étudiants, en particulier quand même suite à la défenestration d'un étudiant lyonnais, on a proposé, en fait, il a été proposé, une directive du ministère de l'Enseignement supérieur a été éditée pour nous proposer de pouvoir accueillir de nouveau des étudiants sur le campus par des tout petits groupes, c'est-à-dire c'est des groupes de 10 à chaque fois. On nous annonce aussi des chiffres, on ne doit pas dépasser 20% d'étudiants présents sur le campus le même jour. Pour nous, ça fait 2000 étudiants par jour à venir sur le campus. C'est assez compliqué de savoir comment sont répartis les 2000 étudiants sur le campus. Est-ce qu'ils sont tous en train de faire du foot ou est-ce qu'ils sont tous en cours de maths ou est-ce qu'ils sont répartis différemment? C'est un petit peu compliqué, mais on essaye d'improviser. Donc effectivement, depuis 3 semaines, on a pu réouvrir certains ateliers avec une proposition à la carte, une proposition qui est totalement décalée par rapport à ce qu'on fait habituellement. Nous, on est très attachés à l'idée d'une pratique la plus longue possible, la plus étalée possible sur une année complète. Et du coup, avec un projet transversal qui réunit tous nos artistes intervenants sur une thématique commune, qui réunit du coup un certain nombre d'ateliers et d'étudiants inscrits dans ces ateliers pour vraiment présenter un projet au public au mois d'avril. Ce projet, évidemment, n'aura pas lieu, ne sera pas présenté, ne sera même pas créé, évidemment. Et donc, on a une proposition qui est très différente, effectivement. Chaque semaine, on ouvre quelques ateliers sur des créneaux qui ne sont pas les nôtres habituels, entre midi et 2 ou en fin de journée. Et puis, oui, parce qu'il y a aussi la question de ce couvre-feu qui a une difficulté supplémentaire. Oui, c'est une petite difficulté supplémentaire. Oui, tout à fait. Florian Laz, d'un point de vue technique, on va parler ensuite de votre rôle de metteur en scène, mais en tant que technicien du spectacle vivant, on a parlé de mesures compensatoires pour les compagnies. Il y a aussi sur cette fameuse année blanche, même si c'est pas tout à fait une année blanche, on va pas rentrer dans le détail. Vous, comment ça vous a impacté dans votre activité? Vous avez vu beaucoup de contrats s'arrêter, enfin ne pas avoir lieu. Et dans ces cas-là, est-ce que on vous payait malgré tout, ou bien est-ce que juste les contrats ils n'avaient pas lieu et puis c'est tout, quoi? Alors moi, je suis technicien du spectacle à la fois pour des salles de spectacle et pour des compagnies. Pour des salles de spectacle, on ne travaille plus, pour ainsi dire. Quelques collègues, mais très peu. En fait, il y a les CDI des salles de spectacle qui arrivent à avoir du travail. Ces salles de spectacle accueillent des résidences. Mais nous, intermittents du spectacle, on n'a plus vraiment de boulot. On est souvent appelé à la dernière minute, donc on n'a pas de contrat de travail signé. Donc bien souvent, tous les contrats auxquels on aurait pu prétendre lors du premier confinement ou lors du deuxième confinement ou depuis n'ont pas été rémunérés pour bon nombre de collègues, moi aussi. Je ne citerai pas de nom de lieu ou d'association, mais en fait c'est une grande majorité en fait. Et puis, en tant que régisseur de tournée, c'est un peu pareil. Quand je bosse avec des compagnies, on peut créer. Donc, je suis aussi créateur lumière et j'ai eu la chance d'avoir pas mal de créations cet automne qui m'a permis d'avoir du travail. Maintenant, en tournée, on n'en a plus. Sauf qu'on est à chaque fois repoussé de 15 jours en un mois, en 15 jours, en 3 jours. Et finalement, on travaille bénévolement pour préparer ces spectacles qui n'auront jamais lieu. On le sait. Mais sait-on jamais. Donc on travaille bénévolement un peu à l'aveugle. Alors on ne peut pas dire que pour les artistes la situation soit clairement idyllique, mais il semble quand même y avoir eu quelques bonnes habitudes qui ont été prises par un certain nombre de salles de payer les gens qui étaient programmés mais qui sont annulés, alors que ces personnes n'avaient a priori pas plus de contrats, puisque la norme, très souvent dans le spectacle vivant, c'est de signer ses contrats de travail le jour même. Est-ce que je peux, pardon, oui. Damien, je voudrais juste ajouter quand même par rapport à ce qui était dit en introduction, la levée de la clause du service fait qui nous a beaucoup aidé au premier confinement, parce qu'en effet, ça permettait de payer des prestations, en l'occurrence là des spectacles, même s'ils n'avaient pas eu lieu. Cette clause du service fait n'a pas été levée au deuxième confinement, ce qui rend les choses
encore plus compliqué quand Pour on payer veut tout le monde. essayer de payer des compagnies ou des projets dont les spectacles n'ont pas pu se tenir, en fait. C'est très, très C'est compliqué. très important à noter et en effet, il y a là probablement un point de revendication aussi à émettre. Mais en tout cas, je voulais continuer mon propos pour dire qu'en fait, les techniciens, eux, ils ont même pas cette aide-là. C'est-à-dire que c'est eux souvent qui sont la variable d'ajustement, on l'a dit en fait. Oui, complètement. Alors moi, j'ai quand même la chance de plutôt dans le milieu théâtre et danse où il y a un peu de boulot. Les collègues du spectacle vivant, des musiques contemporaines ou d'autres choses n'ont pas du tout de boulot ou très peu. Tous les collègues qui travaillent l'été n'ont pas du tout travaillé l'été dernier. Enfin, on se retrouve dans une situation assez catastrophique pour bon nombre de techniciens intermittents du spectacle aujourd'hui. Ouais. Ça repose la question de cette année blanche, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, patience est mère de toutes les vertus. Sur la question, justement, de la création, quelque chose qui demande beaucoup de patience, vous êtes en train de créer un prochain spectacle. C'est ça qui devrait être en résidence à F bientôt. Alors oui, moi je en suis tant que metteur en scène, là, en cette tant fois-ci. que metteur en scène. Alors j'ai eu la chance aussi d'être sur plein de spectacles. La compagnie, on a créé un spectacle la saison dernière en plein confinement. Il fallait bien s'occuper. Et on est en train d'en créer un nouveau aujourd'hui. On sera en résidence à Ève dans 15 jours. C'est un spectacle qui devrait sortir à l'automne. Aujourd'hui, pour ce qui est de la création, on voit beaucoup de salles de spectacle qui se retrouvent sans public, sans spectacle, ouvrir leurs portes à la résidence. Chose qu'ils n'ont pas toujours faite, voire jamais faite pour certaines salles, qui se mettent à accueillir des résidences de spectacles vivants ou des lieux qui se mettent aussi à coproduire des spectacles, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Et puis ils ont un excédent d'argent sur la saison 2020, là, sur l'année 2020, en disant mais qu'est-ce qu'on va faire de ce trop d'argent? Eh ben on va le donner pour créer des spectacles. Oui, alors c'est que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, c'est pas par malignité que certains lieux n'accueillaient pas en résidence à la base, c'est que aussi dans les financements publics, il y a des choses qui sont fléchées pour aider les compagnies à créer et d'autres pour diffuser, pour montrer des spectacles. Et donc il y a certaines salles qui en effet sont plus spécialisées dans le fait de montrer que de créer. C'est le cas de Ève d'ailleurs, je pense. Oui, absolument. Nous, on n'a pas du tout de ligne d'aide à la création, donc on accueille quelquefois des résidences, mais c'est assez rare. Ouais. Alors que là, on en a accueilli beaucoup plus pour pouvoir dépenser tout notre argent. Donc c'est l'illustration de cette transformation dont parle Florian en fait. Ouais. Sauf que alors c'est un peu aussi un serpent qui se mord la queue aujourd'hui, je pense. Moi, c'est à titre personnel, mais on est tous en train de créer des spectacles. Et, on ne sait pas s'ils verront le jour. On ne sait pas comment ils verront le jour. Et sachant que le calendrier va être de plus en plus embouteillé ensuite pour pouvoir les diffuser, ces spectacles, avec tous les reports à prévoir, bien entendu. Oui, il est déjà embouteillé parce qu'on va d'abord caler nos reports avant de caler des nouveaux projets. Donc il est déjà embouteillé. Marie Maignan, pour les subsistances, puisqu'on est en train de parler de création, c'est un lieu de création, les subsistances, justement. Oui, alors c'est les Baltringos qui gèrent le lieu des subsistances. Ouais. Voilà, la subsistance, c'est le nom du lieu. Du coup, oui, nous sommes un lieu de résidence. Donc nous, en fait, au moment du premier confinement, ça nous a peu impacté. On avait une compagnie en résidence qui, au lieu de rester 2 semaines, est restée 1 mois et demi. Voilà, on les a gardés avec nous. Voilà, donc nous, à ce niveau-là, ça a été, même pour cette année, en fait, on a reprogrammé des résidences. Par contre, après, nous ne sommes pas une compagnie d'artistes, nous sommes une association de techniciens, régisseurs, plasticiens. Et nous programmons en fait un festival avec la communauté de communes du Val-de-Sarthe, la Belle Virée, donc qui aurait dû avoir lieu la 3e semaine de juillet en 2020, que nous avons annulé assez vite, puisque nous étions partis sur bon, c'est un festival, c'était la 4e édition normalement, donc en fait on aurait été victime de notre succès. En fait, on avait des jauges jusqu'à 900 personnes, donc de toute façon, voilà, c'était pas possible avec le protocole sanitaire qui s'annonçait, en fait, on ne pouvait pas garder cette jauge-là. Enfin voilà, on a décidé assez vite en partenariat avec notre communauté de communes d'annuler le festival. Et puis, donc voilà, cette année, en fait, par contre, nous, on a la chance d'être vraiment soutenus par notre communauté de communes du Val-de-Sarthe qui maintient le budget complet du festival.
Et donc, nous sommes prêts à programmer cette année, coûte que coûte. Parce que de toute façon, quoi qu'il en coûte. C'est l'expression consacrée. C'est ça, puisque de toute façon, ce qui compte, en fait, c'est que les compagnies puissent jouer, que le public puisse voir des spectacles. Et puis, bon, comme on est plutôt en art de rue, donc déjà en plein air et sur des arts plastiques, donc on est en train d'essayer d'imaginer... des protocoles, on en reparlera certainement, puisque c'est un peu le souci pour l'été prochain. En plus d'effectivement l'embouteillage de diffusion, et qu'on sait également qu'on va se retrouver en concurrence avec d'autres festivals. Alors nous, c'est un festival gratuit, mais il y a un moment donné, oui, c'est ça vrai qu'il peut aussi même... exister parfois une bonne entente entre un certain nombre d'acteurs culturels en Sarthe qui fait qu'il n'y a pas deux gros festivals en même temps. Et là, ça va être compliqué de ne pas le faire, quoi. Alors après, c'est justement la problématique, c'est qu'en fait, je pense que le Covid, comme dans beaucoup de milieux, en fait, on peut parler de l'hôpital, mais pareil de l'éducation, en fait, a fait ressortir les problématiques qui existaient avant le Covid. Et là, en fait, il faut absolument que tout le monde travaille en coopération, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc moi, parce que j'ai plusieurs casquettes, en fait, j'ai un bon réseau. Donc effectivement, je me débrouille par moi-même pour interroger les uns et les autres. Après, voilà, je me renseigne des dates des autres festivals, des autres programmations. Mais en fait, chacun là, fait sa programmation un peu... seul dans son coin, et on découvre dans le journal qu'il y a un autre festival qui est en même temps que le nôtre. Et le public, lui, il ne sera pas extensible à l'infini, quand bien même il aura très envie de sortir oui, et puis les compagnies, le moment venu, quoi. Et puis les compagnies, en fait, aussi. Comment en fait, c'est le même problème pour les lieux. Comment programmer les compagnies. Là, on va se retrouver sur juillet-août, sur 2 mois, en fait. Ça va être compliqué, en fait. On va se retrouver avec la même programmation. Et alors, avec votre casquette de régisseuse générale, vous confirmez un peu ce que disait Florian Laz Alors, je confirme tout à fait. Alors, moi, je suis plus dans la musique. Je travaille essentiellement pour l'Europa Jazz et pour le festival classique du département. Et donc, l'année dernière, en fait, comme j'avais déjà commencé, en fait, mon planning de travail était déjà validé, en fait, pour par exemple, le festival de jazz. Donc, j'ai réussi à avoir de l'activité partielle, ce qui nous amène, ce qui financièrement est bien, mais on ne cotise pas, en fait, vraiment pour notre prochain statut. Mais bon, ça a été une bataille quand même, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'employeurs qui avaient peur de ne pas toucher les subventions, qui ne savaient pas où ils allaient. Donc, je n'ai pas été indemnisée de tout. Le festival classique du département, de toute façon, on n'a même pas eu le temps d'être embauché, en fait, puisque tout le monde avait peur. Donc, il y avait une espèce d'attente, ce qu'on peut comprendre. Il y a pas de... Mais c'est vrai que, malheureusement, pour les salariés intermittents, je pense que ça aussi révèle une problématique qui fait que nous sommes des travailleurs occasionnels pour nos employeurs. Et en fait, nous ne sommes pas vraiment considérés comme des salariés qui font partie intégrante d'événements, alors qu'on travaille pour des structures parfois depuis plus de 15 ans. Et en fait, on n'est pas intégré dans les réflexions, justement, pour se réinventer, pour essayer d'imaginer autre chose. Et donc là, en fait, ce qui se passe pour moi cette année, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis même pas embauchée. Donc en fait, on n'a même pas le droit à l'activité partielle, en fait. Voilà. Et donc là, les choses s'annulent déjà, maintenant. Et par exemple, moi, donc, je travaille essentiellement sur les événements qui ont lieu au printemps, et qui sont annulés, et qui, du coup, on se dit, du coup, ça reporte à dans 1 an. Voilà. Donc, on sait que la situation va malheureusement être catastrophique. Il y a beaucoup de collègues régisseurs qui sont dans le même cas que moi. Et sur les festivals de musique, même pour cet été, en fait, c'est la catastrophe, quoi. Parce qu'en fait, c'est le même problème. Il y a beaucoup de festivals. On pourrait se dire, en fait, comme il y aura beaucoup de festivals qui vont essayer de jouer cet été, finalement, il va y avoir beaucoup de travail pour tout le monde. Mais en fait, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et puis, en plus, ça va y avoir aussi plein de festivals qui auront lieu en même temps. Donc, il va y avoir pas mal de problèmes d'embouteillage pour tout, quoi. Sachant que les limitations, souhaitons, seront en partie levées, mais qu'il y aura encore probablement des protocoles contraignants aussi l'été prochain qui pourront compliquer certains de ces... C'est ce qu'on attend, de savoir les protocole exact. En même temps, je sais que moi, personnellement, nous ne restons pas dans l'attente. Oui. En tant que programmateur, on essaie déjà d'imaginer, mais il y a aussi, il y a aussi un espèce de déni aussi par rapport à l'épidémie, où on espère vraiment que cet été,
ça se passera bien. Mais bon. Alors les protocoles, justement, parlons-en. Valérie, pour moi, ça se gère ces protocoles. Comment ça se passe? Disons que cette année nous a appris à vraiment beaucoup nous adapter en fait. Mais au début de l'année, c'était non, il est hors de question qu'on joue avec des masques. Hein. Il est hors de question qu'on fasse des ateliers théâtre avec des masques. Et puis là, on est en février 2021 et on travaille avec les masques et aussi en atelier avec les masques, par exemple. Et puis dans les protocoles, avec on travaille en direction de certains publics et pas d'autres. Enfin voilà, on se rend compte que notre présence, elle est bienvenue, notamment dans le milieu scolaire. Ouais. Comment ils réagissent les jeunes à ça, en les effet? Jeunes réagissent. En règle générale, on est quand même bien accueillis en tant qu'intervenant au théâtre parce que voilà, on travaille avec un enseignant, on travaille avec des gens qui sont quand même. C'est acquis. Voilà, il n'y a pas d'hostilité en tout cas envers nous. Mais là, puisqu'il y a un manque de spectacle, puisqu'il ne se passe rien à côté, on arrive et on dit aux gamins, on fait du théâtre. Là, oui, on fait. Ils vous en parlent que ça leur manque, l'activité culturelle? Ils vous le disent? Ils le font. Et moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est les collégiens. Je travaille en l'occurrence dans 2 collèges. Et les collégiens ne sont pas tellement démonstratifs en général. Je suis contente de faire du théâtre, mais ils ne le disent pas forcément. Mais là, ça nous a été dit très clairement, enfin moi puis d'autres intervenants, vous êtes là pour nous faire du bien, enfin vraiment oui, voilà. Il se trouve qu'il y a une intervention que j'ai faite juste au retour des vacances, en plus avec ce qui s'est passé avec Samuel Paty, j'ai repris des élèves le jour de la rentrée et on a discuté de ça. Enfin voilà, le fait qu'on vienne, je suis venue dans la classe, les gamins m'ont dit ça va nous faire du bien. C'était une soupape. Un peu. Ils l'ont dit comme ça. Donc on ne le dit pas d'habitude. Et peut-être que justement, dans une période de crise, on se rend un petit peu plus compte des bienfaits de la culture aussi et de ce que ça peut. Voilà, et puis nous aussi, je m'étais dit non, dans ma pratique, je n'imaginais pas de faire du théâtre avec des masques. Voilà, je dis non, c'est pas possible. Puis en fait, on y va parce qu'on dit mieux vaut ça faut que y aller, rien, quoi. Ouais. Oui. Cécile de Rosier, vous avez pu les sonder un peu, vos étudiantes et vos étudiants vous aussi? Oui. Mais juste pour compléter ce que disait Valérie, en fait, par rapport aux élèves, moi, ma pratique par rapport au chant, du coup, c'est beaucoup sur la voix. Et du coup, d'intervenir, ça leur faisait aussi du bien parce que du coup, on a réappris à respirer. Mais ils chantent avec le masque? Oui. Ah oui. Oui, on est obligé en fait. Depuis octobre, en fait, on est obligé d'avoir les masques. Quand on parle des 2 poids 2 mesures qui rendent les choses un peu compliquées à accepter aussi parfois, des instruments avant, on peut pas les jouer masqués a priori. Non, et puis j'ai des collègues chanteurs qui refusent en fait de faire du chant choral aussi avec les masques. Et alors après, je comprends aussi en fait leur point de vue, mais on est tous en fait à avoir des masques et inconsciemment quelque chose sur la bouche fait que notre cerveau dit qu'on n'a pas le droit de respirer. Donc le nombre d'enfants dans les écoles, même primaires, qui font des apnées, et malheureusement, je suis contente d'intervenir et de faire chanter mes élèves avec un masque. C'est un moment où ils reprennent de l'air malgré le masque, en fait, où ils respirent. En fait, ils apprennent à respirer. C'est ça. En fait, ils conscientisent le geste de la respiration, et donc ça fait du bien. Surtout, oui, dans cette période où ils n'ont pas beaucoup de sorties qui leur sont offertes, où il y a peut-être une forme de renfermement. Là, on a une possibilité d'extérioriser les choses aussi un peu. Il y a ça, et il y a le quotidien, en fait. On est obligé de vivre avec les masques. Voilà, donc... Et alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces étudiants et ces étudiantes que vous avez pu sonder? Alors, par rapport aux étudiants de Saint-Faux Campus, il y a beaucoup de choses qui ressortent. En fait, ils sont tous très tristes. Déjà, parce que ça fait 4 ans. 4 ans 4 ans que tu les connais, tu veux dire? Oui, voilà, oui, parce qu'on n'est pas encore à 4 ans de Covid. Non, mais... et puis j'espère pas. Non, ça fait 4 ans en fait que je dirige cet orchestre. Et donc il a grossi aussi, petit à petit, voilà. Et là, on arrivait en fait à quelque chose qui s'équilibrait super bien, qui roulait, même presque. On avait des beaux projets, voilà. Et puis on a tout arrêté en octobre. Donc ils étaient tous dans l'attente. Beaucoup en fait sont restés au Mans. Donc on est restés en communication, voilà. On espérait tous qu'à Noël on revienne. Et puis on a annulé les concerts petit à petit, voilà. Et donc certains là, au niveau des retours, certains disent
en fait, c'était leur soupape aussi avant Covid, en fait, pour maintenir un équilibre avec la pression des études. Donc, il y avait plus cette soupape, plus de l'enfermement. Donc, en fait, ils décrochent des études. Et alors après, j'ai des étudiants qui sont aussi au conservatoire. Donc, ceux qui arrivent à jouer au conservatoire parce qu'ils sont dans un cursus diplômant, ils continuent à jouer finalement au conservatoire. Ils ont quand même une part, voilà, qu'il n'y a pas avec les autres étudiants ici. En fait, voilà, dans tous les étudiants, ceux que j'ai eus, il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrêtent leurs études, il y en a qui se demandent ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Personne ne m'a vraiment dit qu'il arrêterait la musique. Voilà, et je pense qu'ils y retourneront. Enfin, il y a... Mais... On pourrait croire que ça pourrait démotiver, hein, c'est vrai, de la pratique. Oui, mais justement, Ouais. c'était une des questions. Ouais. Et personne m'a parlé de ça, en fait. Ils jouent moins, forcément, ils jouent moins. Mais il y a vraiment cette volonté et de rejouer et de réécouter. Enfin, il y a toujours cet espoir quand même. Et finalement, ce qui pose plus souci pour eux, c'est vraiment par rapport à leurs études que par rapport à la musique. On imagine une angoisse assez conséquente, en effet, sur le sujet, même si ça nous éloigne un peu de notre angle du jour, mais on comprend bien la souffrance, d'ailleurs, qu'on a vu beaucoup dans l'actualité ces derniers temps, du monde étudiant, qu'elle soit sociale ou en termes de perspectives d'avenir, quoi. C'est ça. Mais du coup, il y a cette conscience, en fait, que ça, c'était très utile, et vraiment, ils attendent qu'une chose, c'est retrouver ça, quoi. On va commencer à parler un petit peu de ce qui se fait pour aider le secteur culturel dans cette période. Et est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est suffisant ou pas ? Et notamment, on va passer la parole à Florian Laz sur la question de cette année blanche, puisque vous nous avez dit que vous étiez, vous, technicien du spectacle, extrêmement impacté par les annulations, par l'absence de contrat de travail. On entend beaucoup, quand on entend parler de cette année blanche, le terme de « il va y avoir de la casse ». Il va y avoir de la casse au moment de la date de renouvellement en août prochain. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous confirmez aussi ? S'il va y avoir de la casse, on en est tous persuadés. Ouais. À quelle hauteur sera la casse, ça, on ne le sait pas. Et puis, de toute façon, on ne s'en rendra pas compte en septembre 21, on s'en rend compte en septembre 22, en septembre 23. Il va y avoir de la casse et humaine pour les gens, mais aussi pour les compagnies de spectacle, pour les salles de spectacle. Il va y avoir de la casse à tous les niveaux. C'est-à-dire que selon vous, en août 2021, en septembre 2021, il ne va pas y avoir un chiffre spectaculaire de l'ordre de 15 000 ou 20 000 intermittentes n'arrivent pas à renouveler leur statut. Ce sera plutôt quelque chose de larvé sur le temps long. Non, je pense qu'il y en aura en septembre. Je ne sais pas combien. De toute façon, ils éviteront de trop communiquer là-dessus. Mais sur le temps long, ce sera encore pire. C'est la même chose pour des questions sociales, pour la précarité, quand on parle des étudiants ou qu'on parle de l'hôpital. Enfin, tous les secteurs sont impactés, et le secteur culturel aussi. À quel niveau, on ne le sait pas. Mais de toute façon, on n'a pas de perspective aujourd'hui de sortie de cette crise. Donc comment Qu'est-ce qui offrirait des perspectives de sortie de cette crise ? Alors bien entendu, la fin du coronavirus, mais sinon dans des choses sur lesquelles politiquement on peut agir. La sortie de la crise, pour moi c'est le choix de la vie. Après c'est pas le choix peut-être c'est le choix qu'ils prendront dans quelques semaines, j'en sais rien, mais on fait le choix de sauver. Non, je vais pas dire ça. Non, on a fait le choix d'arrêter de vivre depuis 1 an et peut-être qu'un jour on va faire marche arrière et de se dire qu'on peut recommencer à vivre et qu'on a le droit d'aller dans des salles de spectacle ou pratiquer la danse. Donc pour revenir juste quand même sur les pratiques amateurs tout à l'heure, nous, notre compagnie, on donne des cours amateurs de danse contemporaine. En fait, on n'en donne plus depuis presque 4 mois. À part en visio, tous les mois, on repropose à nos adhérents de se faire rembourser. Pour l'instant, ils nous soutiennent. Ils nous ont déjà soutenus il y a 1 an, je pense. Et on pense qu'à un moment, ils vont arrêter de nous soutenir. Et aussi, à un moment, on va arrêter de leur poser la question de savoir s'ils veulent être remboursés ou pas. On va les rembourser. Contrairement à ce que disait Cécile, là, moi, je crois qu'on perd beaucoup de gens dans les pratiques amateurs. Enfin, en danse contemporaine, on en perd vraiment énormément. Aujourd'hui, on n'est même plus une pratique artistique. On est redevenu un sport. Donc on n'a pas le droit. On en a conscience depuis 1 an. On n'a pas eu de rencontre chorégraphique amateur l'année dernière. On n'a pas eu de manifestation de spectacle de fin d'année. On n'en aura pas cette année. On ne sait pas si on en aura l'année prochaine. En fait,
les familles arrêtent d'inscrire leurs enfants sur des pratiques culturelles. Et c'est un gros risque pour les années à venir aussi. C'est qu'après, ça ne répond pas à la pas. question de l'année blanche, mais qu'ils arrêtent de venir faire de la danse ou du théâtre ou du badminton. Enfin, j'en sais rien. Qu'ils arrêtent aussi d'aller au théâtre, peut-être. Oui. Cécile de Rosier. Il y a des musiciens, en fait, aussi, qui arrêtent, quand même. Mais après, ce sont les étudiants de Symfocampus qui, eux, dans un disent, cadre particulier. Voilà, c'est ça. Après, au conservatoire, il y a des pertes. Il y a des familles aussi qui arrêtent d'inscrire leurs enfants. Enfin, voilà. Je crois qu'on constate ça particulièrement dans les MJC, notamment la MJC Prévert ou la MJC Ronceret au Mans, qui ont eu des baisses d'adhésion assez importantes cette année, il me semble. Et puis, on n'a pas eu le temps d'inscrire nos enfants. Ouais. Personnellement, j'ai voulu inscrire la mienne au cours de danse à MJC Ronceret. Je n'ai pas eu le temps, en fait. Comment Parce ça que du coup, ça a été reconfiné tout de suite. Ah oui. Le temps de faire le cours d'essai et tout, en fait. Voilà, quoi. Et oui, on voit bien là toutes les difficultés de ce secteur. Julie Bordas, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a dit cette clause d'action réalisée, elle n'a pas été levée cette fois-ci. Est-ce que donc ça, ce serait une chose à faire potentiellement ? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire du point de vue des salles ? On va de votre point de vue de programmatrice, de directrice de salle. Moi, je crois surtout qu'on pourrait tenter quand même d'accueillir du public en respectant un protocole. En fait, oui, maintenant, c'est ça la question. Je crois qu'on sait faire ça. En fait, on sait exiger que les gens portent un masque, se lavent les mains, se prennent des distances dans une salle de spectacle pour y rester 1 heure. Enfin, moi, je suis assez persuadée de ça. Ensuite, qu'on généralise des tests à l'entrée, des tests... j'aurais envie de dire, mais est-ce qu'on pourrait pas déjà juste essayer de mettre en place notre protocole et d'accueillir du public ? Enfin, j'ai quand même le sentiment que toutes les études qui ont pu être faites ici ou ailleurs montrent que c'est pas tellement dans nos salles de spectacle qu'on attrape un virus, en fait. Et même juridiquement, ça a été reconnu par le Conseil constitutionnel qui avait été saisi en urgence, soit par le Conseil d'État, pardon, qui avait été saisi en urgence sur cette question de la fermeture des lieux culturels et qui avait reconnu que dans l'absolu, cette fermeture des lieux culturels pouvait sembler abusive, au sens où on ne se contaminait pas plus dans ces lieux culturels que dans d'autres endroits, mais que, étant donné la dynamique épidémique du moment, il ne retoquait pas cette décision du gouvernement. Donc en fait, on est dans quelque chose d'assez aberrant, c'est-à-dire qu'à la fois les juristes et à la fois les médecins, les chercheurs disent que c'est pas spécifiquement dans ce lieu-là qu'on se contamine vraiment. Oui, voilà, effectivement, il y a des choix qui nous dépassent un peu en ce moment et sur lesquels on n'a pas beaucoup de levier. Enfin, Florian n'a pas voulu aller jusqu'au bout de sa pensée, mais effectivement, on choisit un peu de ne pas vivre totalement en ce moment. Mais c'est pas simple, hein. Je ne dis pas qu'il suffit de claquer dans les doigts. Ce qu'on sait, c'est que les lieux culturels sont pas des nids à virus. Pour autant, c'est compliqué d'aller au théâtre avec un couvre-feu à 18h. Il y a des choses que de toute façon, on ne peut pas faire en ce moment. Mais c'est pas... Enfin, je crois que ça va au-delà de la levée de la clause du service fait, en fait. C'est qu'en effet... c'est quand même une question compliquée. Pourquoi on pourrait pas profiter aussi de ce temps-là, au-delà du temps simplement de travail pour regarder le monde, pour ouvrir encore et encore nos oreilles et nos esprits à une autre compréhension de ce qui nous arrive. Enfin, mais c'est pas nous qui allons donner les solutions, on le sait bien. Nous, on fait que subir, mais on peut quand même ne pas être satisfait des solutions qui nous sont imposées actuellement. Marie Maignan, vous voulez intervenir ? Ouais, et moi, je pense justement que ce moment de Covid, en fait, de crise, est aussi le moment, justement, peut-être de réfléchir ensemble, en fait, à d'autres solutions. Je parle du spectacle vivant. On élargira plus largement, justement, à d'autres choses. Hein. Ça peut être l'écologie. Effectivement, je pense que c'est quand même un gros sujet. Puis l'éducation, et puis... Voilà, mais c'est vraiment le moment, en fait, de reposer les choses, parce qu'effectivement, cette crise va amener de toute façon à une précarisation de tous les acteurs culturels, dont les petites compagnies. Finalement, en fait, les lieux qui sont très subventionnés, en fait, vont s'en sortir. Voilà, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui va rester derrière, en fait ?
Et là, on voit très bien qu'en dehors de ce problème de sursis là, pour les intermittents, de cette date au 31 août 2021, qui de toute façon, il nous reste 6 mois pour faire des heures qu'en fait, on ne pourra pas faire. Même si on arrive à trouver un peu de travail par-ci par-là, on n'y arrivera pas. Les compagnies, en fait, voilà, il faut aussi se poser tous ensemble, tous les acteurs culturels. C'est le moment, en fait, de réfléchir à ce qui n'allait pas avant le Covid, de ce qu'a révélé cette crise, en fait, justement. Et il faut vraiment se poser. Alors, bon, peut-être que c'est le moment d'en parler. Nous, on a créé un collectif de compagnies qui s'appelle les Compagnies 72, qui a été créé pendant le premier confinement. Et nous sommes en train d'interpeller le département, qui est très à l'écoute, en fait. En Sarthe, on a quand même la chance d'avoir Madame Rivon, qui est une élue à la culture, très à l'écoute et qui est très justement dans cette idée de coopération pour créer en fait un peu comme des états généraux de la culture, quoi. Il faut se poser ensemble et réfléchir à des solutions. Alors parce qu'il y a des solutions en fait à court terme, je pense pour la gestion de ce qui va se passer là, moi je pense surtout à cet été. Et puis il y a aussi des solutions pour le long terme en fait. Il y a plein de choses qui n'allaient pas avant, que là on voit bien. En Sarthe, on a un gros problème de structuration des compagnies qui n'osent pas demander des subventions, qui n'arrivent pas à se structurer du coup parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour monter leur budget de création et de production de spectacles. Et là, ça ne faire que s'empirer en fait. Donc il faut absolument être dans le collectif, quoi. C'est-à-dire que quand elles n'osent pas demander des subventions pour créer potentiellement ou pour fonctionner, c'est parce qu'on est face aussi à une forme de bureaucratisation, de technicisation de ce que ça demande de pouvoir avoir des subventions. C'est très compliqué de demander des subventions à la région, à la DRAC, au département, enfin à la ville du Mans. Voilà, maintenant tout se fait en ligne. C'est pire que les impôts, quoi. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Puis en plus, bon, voilà, là, nous, on s'est aperçu, du coup, avec notre regroupement de compagnies sartoises, qu'en fait, en plus, en Sarthe, on a un gros problème de structuration administrative. On a très peu, finalement, de chargés d'administrateurs, de chargés de production. Voilà, contrairement à d'autres départements. Par exemple, la Mayenne, j'ai appris, en fait, qu'ils avaient... il y a un administrateur par compagnie, quoi. C'est un truc... Voilà, qui est incroyable. Un département de créatifs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors qu'effectivement, ça coûte de l'argent d'embaucher des postes administratifs, mais ça aussi dégage de l'esprit pour les artistes pour créer, en fait. Et donc, ça amène une autre ambition artistique aussi sur notre territoire. Donc, ce CIE 72, donc, il est né du premier confinement et c'était quelque chose d'assez inédit de voir les compagnies se parler comme ça. Alors, après, il y a déjà d'autres collectifs de compagnies qui existent. Il y a le SAS en Maine-et-Loire. Je parlais pour la Sarthe. Hein. Oui, pour la Sarthe. Non, ça a déjà été fait. Alors, moi, je n'étais pas en Sarthe à l'époque, mais en 2003, voilà, il y a déjà eu des collectifs. Bon, là, en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. On est parti à 6. On a commencé à appeler toutes les compagnies pendant le premier confinement, faire un peu l'état des lieux. Et puis, bon, on a interpellé nos élus. Ce qu'on va devoir refaire là, en fait, actuellement, je pense qu'on va s'y remettre. Puisque de toute façon, là, les solutions, en fait, pour moi, sont politiques. Hein. Voilà, C'est au politique de vous accompagner dans l'organisation d'états généraux. Qu'est-ce que peut faire d'autre le politique, en fait ? Pareil, vous êtes d'accord, c'est ouvrir ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent être faites ? Ouvrir les lieux. Oui. Alors pour moi, l'ouverture des lieux, en fait, c'est quelque chose de... C'est pas accessoire, hein, mais ça fait partie du problème. Mais en fait, il y a d'autres... C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, en fait. Ouais. Voilà, c'est plus profond. La mise en concurrence... S'il n'y a pas de compagnies structurées, en fait, qui ne peuvent pas créer, il n'y aura pas de lieu. Enfin, voilà, la mise en concurrence des compagnies entre elles face à des subventions, c'est quelque chose qui existe aussi ou pas ? Alors, je pense pas. En fait, c'est plus que comme il y en a qui sont structurés, en fait, ils arrivent à demander des subventions. Puis, il y en a d'autres qui passent sous les radars, en fait, par exemple, du département ou de la région, en fait, qui n'existent pas dans les réseaux de subventions. Donc, du coup, qui n'ont pas le droit à la parole, si on a le droit à la parole. Voilà. Vous aviez dit, vous avez obtenu une oreille attentive auprès du département. Il y a d'autres personnes, d'autres endroits du monde politique qui commencent à discuter avec vous également ?
Oui, alors après, bon, nous, on a créé un concept avec une coordination régionale en Pays de la Loire qui s'appelle Ouvrir l'horizon. Donc, on a créé des rencontres artistiques, en fait. Donc, c'est pareil. Ça, par contre, c'est un concept vraiment innovant parce que c'était la première fois, en fait, que c'était des compagnies et des artistes, en fait, qui s'auto-géraient. On a été demandé de l'argent donc à la DRAC, à la région. La ville de Nantes aussi a donné beaucoup d'argent. Les départements en ont donné aussi. Et donc la Sarthe nous a aidés pour notre territoire. Et du coup, on a créé ce concept qui a permis, effectivement, nous avons créé notre propre emploi, quoi. On a réussi à générer plus de 1800 heures pour 26 personnes. Et donc ça, moi, c'est pas mal. Voilà. Je parle que de la Sarthe. C'est de la base, en plus. Voilà, je parle que de la Sarthe, parce que pour les Pays de la Loire, c'est beaucoup plus gros, forcément, quoi. C'est multiplié par 5. Et donc... voilà, donc on a réussi à faire ça. Après, c'était un concept d'urgence et de solidarité. Parce que l'année dernière, en fait, on pensait que personne ne pourrait jouer. Heureusement, il y a quand même quelques compagnies qui ont pu jouer. Mais bon, ça a été très compliqué. Alors, par contre, il y a des côtés très positifs pour nous en Sarthe. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a resserré ce collectif de compagnies. On n'a jamais été isolés. Et du coup, ça nous a... permis de comprendre que le collectif, c'est actuellement ce qu'il faut garder, parce qu'en fait, ça permet d'échanger les points de vue, de voir effectivement comment, justement, on pourrait éviter cette concurrence. Mais là, moi, ce que j'ai peur actuellement, c'est que dès qu'on va pouvoir rouvrir les lieux, déjà avec la programmation des festivals d'été, en fait, là, ça va être la course à l'échalote. Ouais. Pour toutes les compagnies, On voulait organiser ça en amont, en fait. Voilà, ça, alors moi, j'ai pas de solution. C'est pour ça que je dis que c'est quand même il faut qu'il y ait une envie politique aussi, un soutien. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec le département pour se mettre alors, ensemble. C'est plus national, mais politiquement, est-ce que, comme la CGT Spectacle, vous demandez la prolongation du dispositif d'année blanche ? Ça, je pense que... Oui, je pense qu'il n'y a pas le choix, en fait. Sinon... Il y a déjà des métiers... Vous aussi, Valérie, pour moi. On le demande tous. Voilà, et puis en plus, ce qui est terrible, je trouve, c'est qu'il y a des compétences, en fait, dans certains métiers. Alors moi, je parle plus du côté technicien, en fait, mais qui vont se perdre, en fait. Il faut... des gens qui vont changer de métier, bien en fait, sûr, qui vont abandonner. Bien Vous sûr. On en connaît. Parce qu'on dit quand même que c'est un métier vocation aussi, quand même. Oui, mais bon, à un moment donné, il faut manger, pouvoir manger. Et après, c'est surtout, il y a beaucoup de collègues parisiens, en fait, qui sont déjà obligés, en fait, de changer de travail et de partir de Paris, parce que là, du coup, ça devient vraiment... La vie est trop chère, en fait. C'est pas possible. Vous vouliez réagir, Florian Laz ? On parle, par rapport au métier vocation, une chose qu'on n'évoque pas là du tout et dont il va falloir se poser des questions, c'est quels jeunes oseront entrer dans ce métier-là, dans ces écoles d'acteurs, de danseurs, de chanteurs, de techniciens. Ouais. Quel avenir on donne à tous ces jeunes-là ? Donc là, c'est même sur 10 ou 20 ans qu'on est en train de créer une génération vide, quoi, de c'est la même chose pour les serveurs ou les barman, mais je crois que vraiment, dans le monde du culturel, c'est pour du long terme, dans ce qu'on risque de vivre là. Ouais. Oui, parce que de toute façon, comme il y a un embouteillage de diffusion, comme tu disais, les jeunes compagnies qui viennent de créer des spectacles. C'est très compliqué. Voilà. Mais c'est surtout des jeunes qui ne vont pas pouvoir se lancer, en fait, parce qu'ils n'oseront jamais se lancer dans cet univers totalement impitoyable. Et puis, les primo-entrants dans l'intermittence, ils sont aussi dans l'angle mort du dispositif d'année blanche. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que notre concept, Ouvrir l'horizon, en fait, on a aussi pris des primo-accédants pour effectivement les aider et on a réussi à ce qu'il y en ait certains qui accèdent à l'intermittence. On va faire un petit tour de table pour conclure, un mot de la fin, des choses que vous auriez souhaité dire qu'on n'a pas dit, un vœu pour l'avenir. Valérie Pourroy, vous voulez commencer ? Non, vous voulez réfléchir un petit peu, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Julie Bordas ? Moi, le seul vœu que j'ai, c'est de pouvoir de nouveau travailler normalement et accueillir nos publics et nos étudiants. Après, c'est un vœu peut-être un peu fou en ce moment. Mais quand même, c'est mon vœu. Florian Laz ? Je ne sais pas trop. C'est difficile. Un vœu ? Non, je ne sais pas s'il y a un vœu.
Je sais pas, comme Valérie, moi je donne ma langue au chat. Excuse-moi, moi ce que je peux dire aussi, c'est en tant que spectatrice, voilà, je vais aussi parler de ça. Moi, en tant que spectatrice, ça me manque beaucoup. Voilà, j'ai l'impression de travailler. Bon, je travaille, j'ai la chance, tout va bien, je travaille pour l'instant. Pour l'instant, il y a des moments où je n'ai pas travaillé, mais le fait de ne pas voir de spectacle, de ne pas aller au cinéma, enfin voilà, ça me manque beaucoup. Voilà. Alors après, oui, c'est mon métier, mais ça, c'est extrêmement compliqué à vivre. Il faut que les auditeurs et les auditrices sachent qu'il y a une façon dont des spectacles peuvent encore se tenir aussi, c'est à huis clos pour des professionnels, pour montrer le travail à des professionnels qui, du coup, dans une optique de diffusion, en fait, que ces programmateurs puissent avoir envie de prendre le spectacle peut-être à l'avenir. Et quand ce genre de choses arrive, j'ai eu la chance de faire partie de celles et ceux qui ont vu des spectacles dans ces cadres-là. On a un peu l'impression quand même de la prohibition dans les années 30 d'entrer dans une cave et d'aller voir quelque chose d'interdit. Oui, puis c'est tellement de l'entre-soi. Enfin, oui. je suis navrée. Moi aussi, j'ai vu quelques spectacles ces dernières semaines. Ça fait du bien sur le moment, mais enfin, il y a quand même un caractère qui est moche. Parce que il y a cette idée de prohibition, puis il y a surtout cette idée de moi je suis l'élite, moi je suis la privilégiée. Enfin, c'est juste insupportable et c'est pas du tout pour ça que les lieux doivent ouvrir, et c'est pas pour ça que les artistes doivent être au plateau, et c'est pas pour nous et que pour nous. Moi, je raconte ça en ce moment là, ces quelques jours. On avait dans notre saison, on devait accueillir la dernière création de Vanny Fio, qui est comédienne et metteur en scène, directrice artistique de la compagnie Fitorio Théâtre, basée à Nantes, dont on avait déjà accueilli il y a quelque temps son précédent projet, Ibris. Et là, elle a fait un boulot à partir des correspondances d'Alberto Moravia et Claudia Cardinal. Elle devait donc créer chez nous le 2 février. Et puis fin janvier, on s'est appelé longuement pour savoir si on allait au bout du bout et qu'on attendait que le couperet tombe, ou est-ce qu'on décidait d'annuler avant. Est-ce qu'elle faisait sa résidence avant ou pas du tout. Enfin bref. Et en fait, elle s'effondre au téléphone parce qu'elle dit, mais ça fait plus de 2 ans et demi que je travaille sur ce projet. Je ne peux pas imaginer une seconde que je vais venir une semaine en résidence chez toi, qu'on va faire venir une équipe de techniciens pour 20 professionnels. Et je lui dis, t'as raison, je comprends très bien. Enfin, en effet, c'est pas pour nous qu'elle monte ce projet. Bien sûr que les professionnels vont contribuer à une diffusion sur le territoire, etc. Bien sûr, mais la rencontre avec le public, elle est autre, elle est très très différente en fait. Surtout que des fois, les professionnels, ils sont bien un peu... ils n'ont pas non plus toujours le même regard que le public au sens large en fait. Et c'est quand même pour ce public que vous travaillez, vous autres. Totalement. Moi, en tant que musicienne, en fait, du coup, c'est pareil, j'avais des spectacles et je les joue pas. Mais d'être au contact avec les enfants, en fait, moi, c'est juste qu'on continue à vivre. Moi, c'est mon vœu, en fait. et que, en fait, c'est heureusement que je travaille avec des enfants. Voilà, c'est juste, on réapprend à respirer, et d'une semaine sur l'autre, des fois, il faut se rappeler. Voilà, juste, ouais. J'espère que tous ces jeunes, ils auront quand même un avenir. Voilà. Florian Lage, j'ai pas eu le temps de vous demander tout à l'heure, avant de continuer sur cet enchaînement de prise de parole. Votre prochain spectacle, juste pour nos auditeurs et nos auditrices, il est prévu qu'il soit créé où à l'automne prochain ? Ou je sais pas. D'accord, donc voilà, vous êtes... Non, parce que je voulais donner une note optimiste pour donner la possibilité d'aller le voir, en fait, mais du coup... Il va se jouer. Okay. Où il sera créé, je ne sais pas. Les dates, je ne sais pas. Son nom Comment ? Son nom, ça s'appelle L'Instant de la Fracture. De la compagnie Contre-Pied. De la compagnie Contre-Pied. D'accord. Marie Maignan, un mot de la fin, peut-être ? Alors, mon rêve à court terme, c'est que, voilà, j'espère qu'on va pouvoir... programmer avec cet été, voir des spectacles, que ce soit pas trop... que ça se fasse en bonne intelligence. Voilà, que ça se fasse en bonne intelligence, qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire.
que les protocoles soient faisables et qu'on les décide ensemble, en fait. Et puis, comme la culture, c'est quand même le lien social, je pense que c'est quand même ça l'important. J'espère aussi, j'aimerais qu'il y ait effectivement, je sais pas, un espèce de festival qui mélange les pratiques amateurs, la programmation de compagnie, interdisciplinaire, et qu'on y arrive, quoi. Enfin, voilà, que tout le monde se retrouve, le public, les artistes. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup dans l'actualité de la dimension de la crise sociale, mais aussi d'une crise psychologique qui commencerait à naître dans la population à cause de cette crise sanitaire par effet ricochet. Et là où les vaccins peuvent servir contre le Covid, eh bien peut-être que la culture peut aussi servir contre cette crise psychologique et venir aider, venir apporter un petit peu d'éclat de lumière, hein, même si parfois on pleure aussi au théâtre. Ça peut être très triste parfois, mais bon, c'est cathartique. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre participation à cette émission. Merci encore au service culture de Le Mans Université d'avoir eu l'initiative de cette discussion qui sera donc écoutée en podcast sur leurs réseaux sociaux. Merci à Paul Letondor pour la réalisation technique de cette émission. On se souhaite donc à toutes et tous mutuellement qu'on soit public ou qu'on soit professionnel du secteur culturel de pouvoir vite sortir de cette situation complexe pour qu'à nouveau on puisse avoir ces petites étoiles dans les yeux.